bébé volé refait surface. Tout a commencé sous Franco. Des nourrissons sont enlevés à leur mère et vendus pour des raisons politiques. Scandale, dans certaines maternités, la pratique persiste longtemps après la dictature, jusque dans les années 90. 300 000 enfants demandent aujourd'hui justice. Vol sur ordonnance, c'est un reportage de Caroline Dussin et de Jean-Michel Garcia. Nous sommes sur le plateau du SAS Discute espagnol, un des talk-shows les plus populaires du pays. Aujourd'hui, l'émission revient sur l'affaire qui, depuis plusieurs mois, remue l'Espagne entière. Mesdames et messieurs, nous allons évoquer les enfants volés, ce trafic obscur dont on vous a beaucoup parlé ici. Aujourd'hui, nous recevons Enrique Villa. Bonjour. Enrique Villa est avocat. Il est déjà venu plusieurs fois pour dénoncer ce trafic immense. Des enfants volés dans les hôpitaux puis vendus jusque dans les années 90. Les gens m'ont critiqué quand j'ai parlé de 300 000 enfants volés en Espagne. Mais je réalise en fait que ce chiffre-là est un peu faible. 300 000 enfants volés, le chiffre est à peine croyable. Pourtant, la pratique est ancrée dans l'histoire du pays. Un héritage direct de la dictature. Dès les années 40, le régime enlève leurs enfants aux républicains pour les faire élever dans des familles franquistes. 30 000 bébés sont arrachés à leur mère. C'est à ce moment que les réseaux se mettent en place, autour de bonnes sœurs, de médecins. On croyait ces réseaux morts à la fin de la dictature. L'Espagne découvre aujourd'hui qu'ils sont restés actifs pendant 15 ans, sous la démocratie. Seule différence, l'argent a remplacé les idéologies. Spécialisé dans les adoptions illégales, Enrique a reçu des centaines de plaintes et de témoignages. Elles lui ont permis de découvrir un système organisé sur tout le territoire. C'était une mafia, un réseau criminel organisé avec des interconnexions. Je veux dire que tous les docteurs qui volaient des enfants se connaissaient entre eux, parce que les enfants volés étaient toujours donnés dans une autre ville que celle où ils étaient nés. Il ne s'agit pas du tout de politique, mais bien d'un commerce purement économique, tout simplement. Dans la banlieue de Madrid, nous retrouvons une des victimes de ce commerce juteux. Rocío a accouché en 77, 2 ans après la mort de Franco. Elle a alors le profil idéal pour se faire voler son bébé. À 17 ans, elle est fragile, mineure, célibataire. Dès le début, j'ai eu peur. Parce que quand je suis rentrée à l'hôpital, ils m'ont dit tout de suite « Qu'est-ce que vous voulez faire de l'enfant ?» Et ça m'a obsédée. Juste après la naissance, l'enfant est emmené par une sage-femme. Elle ne reviendra qu'avec un certificat de décès. Ils ont dit que l'enfant était mort, qu'il avait fait un coma diabétique. Et que 4 heures après la naissance, son corps n'était plus à l'hôpital, qu'on l'avait déjà enterré. Depuis, Rocío a mené son enquête seule, récupéré tous les papiers. D'après la mairie, l'enfant n'a même pas été enterré. Aucune date, aucun fait ne colle avec la version qu'on lui a donnée. Rien. La seule chose qui est vraie sur ces papiers, c'est que le fœtus va bien jusqu'au moment où j'accouche et que je suis célibataire. Rocío a accouché à quelques kilomètres d'ici, dans cette clinique de Madrid. 30 ans plus tard, la maternité a toujours pignon sur rue. Malgré les plaintes, jamais la justice ne s'est emparée du dossier. Dès 1981, pourtant, un photographe apporte les preuves de ce trafic. Dans sa revue, Germán Gallego dévoile les combines macabres des hôpitaux. À la clinique San Ramón, il découvre des cadavres de bébés conservés dans des frigos. Au cours d'une discussion avec les infirmières, elles me disent qu'elles gardent des enfants morts, de mort naturelle, et que ces bébés servent d'alibi pour être montrés aux mères qui réclament leurs enfants. C'était des enfants congelés ? Oui, dans le frigo. Les jeunes mamans, dupées, croyaient ainsi à la mort de leur enfant. Leur bébé, bien vivant, était alors enlevé. Malgré le scandale, le reportage passe quasi inaperçu. En 2010, un nouveau documentaire fait lui l'effet d'une bombe. À coup de reconstitution et d'images choc, la fabrique de bébés révèle les coulisses de cette quasi-industrie. Les enquêteurs ont même retrouvé ses principaux responsables. Une bonne sœur, un médecin travaillant pour une clinique madrilène. Jamais inquiétés par la justice, ils exercent encore aujourd'hui. Interrogés en caméra cachée, ils semblent sur d'eux, intouchables. À ces enfants, à ces jeunes qui ont grandi, qui se sont mariés parfois, je leur dis « acceptez la vie telle qu'elle est ». Si je dois aller en prison, eh bien j'irai en prison. Mais j'irai la conscience tranquille, innocente. Parce que j'ai travaillé pour le bien du pays, de Dieu et de mes parents. Concernant les enfants donnés à l'adoption, c'est moi personnellement qui brûlais leurs papiers. Marc Wieting est l'auteur de cette enquête. Il explique cette impunité par le contexte historique.
Personne n'a voulu enquêter. C'était des années en Espagne où on ne pouvait pas attaquer un curé, une clinique privée, des médecins. Ils étaient intouchables. Mais c'est après le retour de la démocratie. Oui, mais on est au tout début de la démocratie. Intouchables pendant des années, puis protégés par la prescription. Les faits sont désormais trop anciens pour être jugés. Mais un homme a trouvé la faille pour que la justice soit rendue. Antonio est à la tête d'une association regroupant des centaines d'enfants volés. Lui-même a été acheté pour 200 000 pesetas, le prix d'un appartement. Il n'a appris la vérité qu'à l'âge adulte et a porté plainte sans succès. Cette fois, changement de stratégie. Il n'a pas été adopté illégalement mais kidnappé. Et juridiquement, ça change tout. Il n'y a plus de prescription dans ce cas. L'enlèvement de mineurs n'est pas prescrit parce qu'il n'y a pas de fin au délit. Moi, je suis un enfant enlevé et je reste encore kidnappé. J'ai l'air en liberté, mais je suis dans un lieu où je ne devrais pas être avec des papiers qui sont faux. Antonio s'apprête à porter sa plainte devant le parquet de Madrid. 260 membres de son association l'ont rejoint dans cette première action collective contre le trafic de bébés. Depuis que l'affaire s'est médiatisée, les forums se multiplient sur Internet. Avis de recherche en pagaille, des mères en quête d'un enfant qu'elles croyaient mort, des adoptés cherchant leurs parents biologiques. C'est aussi dans cet espoir de retrouver leurs proches que les victimes se sont donné rendez-vous à Madrid, le jour où Antonio vient déposer les plaintes. Entre manifestations et grandes foires médiatiques, chacun se scrute et espère. Bonjour à tous, c'est un jour très important pour ce combat. Il y a ici des familles qui cherchent les leurs, des mères qui cherchent leurs enfants, des frères qui se cherchent, des enfants en quête de leur véritable famille. La présence de dizaines de caméras est un exutoire. Après des années de silence, les enfants volés peuvent enfin raconter leur histoire. Ils ont appelé ma mère adoptive pour qu'elle se rende à la clinique San Ramón. C'est à Madrid. Ils lui ont dit qu'ils avaient un cadeau pour elle. Et ce cadeau, c'était moi. À l'hôpital, ils ont dit à mes parents que c'était une petite fille et qu'elle était morte. Quand on a ouvert le cercueil, 20 ans plus tard, les tests ADN ont montré qu'il s'agissait d'un garçon et qu'il n'était pas de notre famille. Pour Antonio, le président de l'association, le grand moment est arrivé. Enrique, l'avocat, l'a rejoint avec toutes les plaintes. Il y en a 261 et c'est que le début. Un moment fort pour les deux hommes, l'aboutissement de plusieurs années de combat. On ne m'a jamais autant photographié de ma vie. C'est incroyable. La plainte est déposée devant le procureur de Madrid, qui dira s'il ouvre son enquête d'ici environ un mois. En attendant, le combat médiatique, lui, est gagné. Après 70 ans de tabou, l'Espagne affronte enfin les parts d'ombre de son passé.